Hey guys, so this time I'm trying something a little bit new where I get some very high level fencers to go through some bouts. What's important to note here is this is Rémi Delhomme on the right. He's fencing Jérôme Janet in the 2007 French National Championships. One of the biggest things that instantly caught my eye is Rémi was actually 40 when he won this. So it's very interesting to learn on how you can win about through tactics more than physical prowess sometimes. So have a look. Rémi does have a book, Esprit de l'épée. It is in French. If you do speak French, go buy one. Support this man. This is a great book. You'll learn a lot. If you don't, there will be an English translation by the end of the year. In the meantime, French one, there's a link at the bottom in the description below. Um, Keep in mind this interview is in French, but I have added subtitles. As always, comments and feedback would always be great, and hopefully in the future I can get even more fencers to try this. So I hope you guys learn a lot because I sure did. And as always, thanks for watching. Ce sont des championnats de France que j'avais préparés en 2007. Mon objectif, c'était de revenir au niveau international après j'avais pris ma retraite sportive en fait internationale de l'équipe de France en 2004. Et je ne participais qu'à de temps en temps une épreuve de Coupe du Monde entre-temps sur l'épreuve française quand j'étais envoyé. Donc c'était le Monal en général. Et mon objectif, c'était finalement, au niveau du club, de continuer à performer parce qu'on était champion de France plusieurs années de suite. Donc j'avais quand même à ce moment-là un grand rôle dans l'équipe à Levallois. Et notre objectif, c'était aussi de remporter la Coupe d'Europe des clubs champions chaque année. Donc on y allait pour ça. Donc pour ça, je m'entraînais. Et je m'entraînais dans mon coin, seul, plus avec l'équipe de France. Donc j'étais parti à Lyon et je faisais des entraînements un peu à la fois seul et en même temps avec un groupe de Lyonnais qui étaient des tireurs nationaux, de bons tireurs nationaux, et qui avaient fait quelques compétitions internationales, mais très peu. Et finalement, j'avais beaucoup de périodes où je m'entraînais seul. Donc voilà. Donc pour ça, j'avais plus de détachement de mon travail pour m'entraîner. Donc je faisais ça, je faisais mon travail à plein temps. Et puis j'avais commencé à donner des cours d'escrime aussi, donc j'avais ce qui prenait aussi sur mon temps d'entraînement. Donc voilà, le but c'était pour moi à la fois de me préparer, de me faire plaisir, mais aussi de tenter de raccrocher des sélections pour repartir en Coupe du Monde, ce que j'ai réussi à faire après cette épreuve-là. Donc en s'entraînant Voilà. tout seul, que- est-ce qu'il y a une méthode pour vous qui était... Alors c'est vrai que c'est une méthode finalement que j'ai aussi retranscrite dans le livre L'Esprit de l'épée. Il faut avoir une certaine expérience malgré tout pour développer un entraînement seul. Moi, j'avais quand même entre guillemets une certaine science de l'entraînement organisée en structure comme l'INSEP, où toute l'équipe de France va. Puis à un moment donné, on se dit voilà, qu'est-ce qui me convient le mieux avec mon expérience, qu'est-ce que je peux travailler moi tout seul. J'ai développé beaucoup de séquences d'imagerie mentale dynamique, dont je parle dans le livre L'Esprit de l'épée, qui me permettaient finalement de remettre en place des séquences de match contre des tireurs que je connaissais. Alors franchement, il fallait imaginer les tireurs en face et essayer de marquer les touches dans un contexte donné, un contexte tactique donné. Donc finalement, avec certaines actions, avec certains pièges que je mettais en place. Et pour ça, je mettais en place ces séquences-là et je le faisais 2-3 fois par semaine dans les périodes où je me préparais pour les compétitions. Ça me valait autant qu'une séance d'entraînement avec plein de monde différent. Pourquoi ? Parce que à m'entraîner tout seul et à visionner finalement ce qu'on peut faire maintenant encore plus avec toutes les vidéos qu'on a. À l'époque, on en avait quelques-unes, on n'avait pas autant. Finalement, là maintenant, avec toutes les vidéos qu'on a, on peut aussi se permettre de visionner en direct, en se mettant en face de quelqu'un imaginaire, mais en imaginant qu'il est en face, de faire des séquences de touches et mettre en place des tactiques qui après permettent, quand on est sur la piste, de se dire ah ce tireur-là, finalement, je l'ai déjà rencontré.
peut-être dans mon imagination, mais je l'ai rencontré physiquement. C'est pas juste en rêvant, hein. J'étais en train de mettre en place mes séquences de fondamentaux sur la piste. Et c'est sûr que dans cette période-là, même entre 2004 et 2008, j'ai gagné beaucoup de circuits nationaux, mais j'ai même remporté l'épreuve de Coupe du Monde de Charles Martel, hein, à Poitiers, qui était aussi Challenge Monal en 2006. Et donc ça m'a vraiment, je veux dire, cette manière de m'entraîner. Au-delà du fait que, évidemment, hein, si je peux résumer un peu l'entraînement, il faut toujours les 4 piliers. Hein. Il faut le physique, on en parlait juste avant de démarrer l'entretien. Le physique, évidemment, il faut aussi s'entraîner physiquement, faire des footings, utiliser la corde à sauter, utiliser de la musculation, etc. La technique, alors si on peut prendre des leçons, c'est mieux. Hein. Si on peut pas en prendre, eh bien, il y a quand même une partie où on peut répéter les mouvements. Répéter les mouvements, ça peut être pas forcément avec quelqu'un en face, mais en tout cas, on peut le faire aussi en se rappelant les séquences qu'on a pu faire à la leçon. Et puis après, il y a la tactique. La tactique, c'est vraiment développer des actions tactiques qui seront les plus à même de marquer les touches contre certains adversaires. Toute tactique n'est pas forcément bonne sur tous les adversaires, mais il faut adapter sa tactique, justement. Et puis le mental. Le mental, je pense que ça se travaille évidemment en compétition, mais ça se travaille aussi sur la manière de mettre en place certaines séquences d'entraînement. Voilà. Donc tout ça, forcément, quand on arrive à avoir ces 4 piliers, on peut atteindre le plus haut niveau. Ah, super intéressant. Donc, on va sur ça. J'imagine que pour vous, est-ce que vous aviez une séquence Jérôme Janet? Ah oui, c'est vrai qu'on en avait parlé. J'avais des séquences fétiches. J'avais une séquence. Il faut toujours prendre une séquence un petit peu bête noire. Alors là, c'était une séquence bête noire. C'est une séquence contre un adversaire contre qui on a peu de solutions. Et pourquoi on a peu de solutions, c'est qu'à chaque fois qu'on est en face de cet adversaire, on a l'impression qu'il lit dans notre jeu comme dans un livre ouvert. Alors moi, j'avais un adversaire qui est un ami, hein, que j'adore, mais qui s'appelle Jean-Michel Lucenay, qui me battait quasi systématiquement. Moi qui suis droitier poignet cross, lui il était gaucher poignet droite, il me faisait jamais je trouvais le faire. J'avais toujours l'impression qu'il allait pas y aller, finalement il y allait. Enfin voilà, j'avais toujours une partie sur lui où je démarrais avec un état d'esprit où c'était compliqué. Il fallait déjà changer d'état d'esprit. Et donc dans cette séquence entre guillemets bête noire, il fallait que je mette en place des actions ou au moins une ou deux actions qui soient susceptibles de le surprendre parce que jamais je les avais mises en place sur lui. Et donc travailler ces actions-là, évidemment, quand on n'a pas Jean-Michel Lucenay en face, comme j'avais pu l'avoir pendant quelques années à l'INSEP, eh bien, je m'imaginais avoir Jean-Michel Lucenay ou tout gaucher poignet droite d'ailleurs. Hein, c'était pas ce que j'ai fait sur Jean-Michel, je l'ai fait après sur d'autres gauchers poignet droite. Sur ces championnats de France, je rencontre Gauthier Grumier, je rencontre Jean-Michel Lucenay, voilà, avant d'arriver sur Jérôme en finale. Et c'était des tireurs quand même qui me posaient énormément de problèmes la plupart du temps. Donc, par exemple, il y a un tireur qui, du temps de sa carrière, que je n'ai jamais pu battre, c'est Eric Srecky, c'était un gaucher poignet droite. Et je pense que bon, il a arrêté sa carrière en 2000. Là, on est en 2006. C'est sûr que peut-être que en 2002, 2003, 2004, j'avais plus de solutions. Mais en tout cas, à cette époque-là, je m'étais dit, mais que faire encore? J'avais encore plein de questions sur ce type de jeu. Et je les ai travaillées, je dirais, vraiment dans mes séquences d'imagerie mentale dynamique. Voilà, donc j'avais ces séquences bêtes noires. Et puis, une séquence, en fait, où il faut prendre un adversaire qu'on trouve fort, mais sur lequel on sait qu'on lui pose des problèmes. Alors, pourquoi ça? Ça sert à rien de prendre un adversaire qu'on bat tout le temps et qui n'est pas fort. C'est pas d'intérêt. Par contre, quelqu'un sur qui on sait que ça va être tendu, mais sur qui on a quand même des solutions intéressantes tactiques, eh bien là, il faut les répéter parce que c'est comme si on renforçait ses points forts. Et ça, évidemment, hein, tous les entraîneurs vous le diront. Est-ce qu'il vaut mieux travailler ses points faibles ou est-ce qu'il faut mieux renforcer ses points forts? Alors, on va dire quand on a un gros point faible et qu'à un moment donné on n'a pas de solution quelque part, je vous le dis, c'est un petit peu, et au moins avoir quelque chose qui permet de dire là, je mets en place quelque chose
Et ce ne sera pas l'alpha et l'oméga, ce sera quelques touches. Mais derrière, je sais comment gérer les doubles, je sais comment gérer l'avancée du score. Je ne gagnerai peut-être pas non plus 15-7 ou 15-8, mais je sais que je peux gagner en mettant en place ça. Ça, c'est une partie. Mais la partie point fort, c'est très important. On a des choses sur lesquelles on est bien meilleur que d'autres. C'est pour ça qu'on a fait quand même quelques petites performances dans sa carrière. Ça peut être à n'importe quel niveau, hein. Ça peut être au niveau régional, etc. Il faut toujours renforcer ce qui a marché. Et il faut absolument être encore plus fort, encore plus rapide, encore plus pertinent, le mettre en place du mieux possible, parce que c'est pas tout d'avoir la touche qui va bien, c'est la mise en place de la touche. Et tout ça, ça se travaille aussi, évidemment. L'escrime, c'est tout autant la touche mise, je dirais que c'est presque moins la touche mise, que tout ce qui se passe avant, le contexte, c'est-à-dire la mise en place, la préparation de main, la préparation avec les jambes, je dirais la gestuelle, l'attitude. Tout ça, ça se travaille et effectivement, c'est ce qui permet finalement de décocher la touche à la fin, qui peut être un dégagement, qui peut être un batté tiré, qui peut être un petit bonhomme, qui peut être un contre-arrêt, une touche à la main, n'importe quoi. Voilà. Ah, parfait. Donc, on commence. On a endormi tout le monde dès le départ. C'est top, Ah, ça. non, pour moi, c'est super intéressant. Ça. J'ai hâte de faire les sous-titres. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que pour moi, j'ai trouvé que mon escrime s'est élevé quand, à la place de. Parce qu'en leçon, je suis capable de tout faire, mais je me suis jamais trouvé spécialisé. Donc, quand je me suis dit, maintenant, je fais que des touches à la main, que des touches au pied, puis je me dis, je fais 6 flèches, peu importe, j'ai trouvé que mon taux de succès, j'ai été capable de Ouais. trouver trois quatre touches. Après ça, c'est apprendre à gérer le match sur ces Il trois faut quatre pas, touches-là. comme tu le dis, hein, il faut pas avoir 50 touches pour gagner un match. Il faut avoir peut-être 3-4 touches. Les tout meilleurs, ils font pas 50 touches différentes. La plupart du temps, généralement, en plus, c'est pas s'ils ont des touches un peu différentes, la mise en place de la touche est souvent un peu similaire. Ils ont une manière de mettre en place les touches, de colorer le match, ce que j'appelle donner la couleur du match, et finalement d'influencer le résultat final du match. Que ce soit, et c'est ce qu'on a développé dans l'esprit de l'épée, hein, en mode conquérant, en mettant en place, en créant un peu les actions et en rentrant dans la distance de danger, en étant presseur, c'est-à-dire je rentre dans la distance de danger et je fais partir mon adversaire, c'est mon but, c'est de le faire partir quand il veut pas, à la limite, le pousser à partir, et moi je l'attends dans une ligne, ou je l'attends avec un arrêt, avec une défensive de jambes, etc. Ou alors, je vais le faire rentrer dans la distance de danger. Je l'aspire pour le faire rentrer dans la distance de danger, et à ce moment-là, de deux choses l'une, soit je le fais attaquer, et à ce moment-là, moi je gère également son attaque parce que je l'ai fait attaquer alors que j'ai décidé qu'il attaque, quoi. Ou bien je l'attaque sur sa préparation, c'est-à-dire sur son entrée dans la distance, c'est moi qui décide l'attaque. Donc ça, c'est être les deux derniers, c'était celui qui va attendre jusqu'au bout, il est blindeur, il peut être blindeur actif ou blindeur complètement passif en faisant croire qu'il n'y a rien, aucun trou, l'autre va se précipiter sur n'importe quoi. Et le contreur, c'est ce qu'on on l'a appelé comme ça parce qu'il contre un peu le jeu adverse, il contre finalement l'entrée dans la distance de l'adversaire. Et en fait, c'est un attaqueur c'est celui qui attaque, un attaquant sur la préparation. Et c'est aussi un attaquant. Et là, on va voir évidemment une opposition de style d'un conquérant qui est Jérôme Janet et moi qui me définis plus comme un contreur, donc attaquant sur la préparation. Donc on est deux attaquants finalement. Ouais. Puis aussi, moi, on a parlé la dernière fois, c'est le faux maître. Donc, Ouais. on l'invite, on l'endort un peu, on lui donne un peu d'insomnie pour que à un moment donné, ils disent non, je pars, désolé. Oui. Alors dans le faux maître, ce qu'il faut savoir, c'est quand on prend une leçon d'escrime, le maître d'armes nous propose, alors c'est vraiment la leçon, je dirais, classique, hein, le maître d'armes propose quelque chose avec son action de main, et il faut y répondre d'une certaine manière. En général, quand le maître d'armes ouvre une ligne, eh ben, l'élève, il doit évidemment aller dans la ligne ouverte. Et donc, quelque part, on est tous conditionnés
on a pris des tonnes de leçons, enfin, autant qu'on en ait pris, hein, il y en a pris moins que d'autres, mais la plupart du temps, quand on a un maître d'armes, en plus, quand on débute avec un maître d'armes qu'on ne connaît pas bien, de toute façon, les signaux doivent être quand même assez clairs. L'ouverture de la ligne implique que le tireur doit attaquer dans la ligne ouverte. D'accord? Eh bien, si vous êtes athlète, il faut absolument utiliser ça. C'est-à-dire, quand vous êtes tireur et que vous avez un adversaire, il faut ouvrir des lignes pour faire croire que l'adversaire peut venir. Ça devient un piège. Et sur des tireurs qui tirent à la sensation, c'est-à-dire qui ressentent un peu l'ouverture, etc., eh bien, vous pouvez orienter leur jeu de telle manière à ce qu'ils fassent finalement une action qu'ils n'avaient pas voulu faire initialement, mais sur laquelle ils sont aspirés parce qu'ils ont naturellement fait ça, répété des gestes des dizaines et des dizaines de fois. Et là, vous pouvez évidemment vous faire plaisir en piégeant vos adversaires. C'est vraiment tout un jeu qui peut être jouissif, hein, de faire tomber vos adversaires dans un piège. Et là, on est dans un autre registre que finalement de l'agressivité par rapport à l'adversaire. C'est vraiment un jeu de celui qui sera le plus malin. Donc là, sur le faux mètre, qu'est-ce que je mets en place? Je fais des ouvertures en sixte. Donc je tourne en sixte, et c'est ce que j'ai travaillé moi des dizaines de fois en fondamentaux sans avoir Jérôme en face. Hein. Donc je fais sixte. Je recule. Au lieu de faire sixte sur place, je fais sixte en reculant, vous remarquerez. Pour pas prendre de risques, parce que si je fais sixte en marchant, je me prends la touche. Hein. Donc je fais sixte en reculant, et lui, il va finir par m'attaquer au moment où je fais sixte. Mais évidemment, mon objectif, évidemment, c'est pas de faire sixte et de rester comme planté là, c'est de fermer l'octave derrière. C'était anticipé. Je fais sixte et je ferme l'octave pour le faire tomber dans le piège. Donc ouvrir une porte et évidemment répéter un petit peu ça pour que ça conditionne l'adversaire. Il y a une forme de conditionnement. Alors là, évidemment, là je me fais... vous voyez un petit peu la grosse différence, le changement de Jérôme, là. Sa grande force, c'est d'essayer aussi de presser, de prendre l'ascendant sur la distance. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé au final pressé dans mon terrain et j'avais plus l'attitude finalement de reculer. Je me suis mis à attaquer alors que la distance était trop courte. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez reculé assez vite. Puis instantanément, pour moi, c'est le langage corporel déjà. Il est déjà super changé. Ouais. Soudainement, tu viens de perdre le contrôle. Ah bah là, il est beaucoup main, mieux pied, placé. dégage. Il est beaucoup mieux placé que moi, d'ailleurs, sur la pointe. Et moi, je deviens un peu plus large et j'arrive plus à le faire s'engager. Il s'engage pas vraiment et c'est ça qui me gêne. D'ailleurs, je pense que c'était sa solution sur ce match. Il aurait fallu qu'il la pousse beaucoup plus à fond. Alors là, s'il y a quelque chose, alors Jérôme, c'est quelqu'un que j'adore, hein, c'est aussi un ami, bon, tous ceux de l'équipe de France, voilà, mais là, c'est une erreur de sa part. Tout de suite, de réattaquer 2 secondes après la mise en place. C'est quelque chose que je peux, c'est un conseil que je peux donner aux tireurs. Hein. En général, vous amusez pas à faire des attaques au pré-aller. Jérôme se le permettait, il avait quand même gagné les championnats d'Europe dans l'année, il était en équipe de France, là ils avaient gagné le championnat du monde. Voilà, il était quand même en pleine confiance. Hein. Son parcours aussi, certainement au championnat de France, lui avait donné confiance, mais tout de suite, 2 secondes après le pré-aller, sans avoir de préparation, alors que la touche d'avant, il avait quand même pressé au bout. Je pense qu'il y avait quand même, il a fait 2-3 erreurs comme ça de partir trop tôt. Ça peut surprendre, mais quand on se connaît bien, c'est plus compliqué, quoi. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que moi, en tout cas, en ce moment, à chaque fois qu'Éric me voit faire une attaque en milieu de piste, je me mérite 50 pompes. Mais ce qui est intéressant, c'est aussitôt que j'arrête, surtout en entraînement. En compétition, des fois, il y a le stress, c'est dur à dire. Mais en entraînement, si on n'est pas capable de se limiter, de ne pas attaquer ici, ça veut dire que, surtout dans notre tête, on n'est pas capable de se contrôler. Ouais. Puis de ça, on n'apprend pas vraiment à développer une touche comme il faut. Puis dans le fond, on apprend à jouer à roche-papier-ciseaux sur la piste. Voilà. Alors, je vais quand même nuancer le propos. C'est vrai que quand on est maître d'armes, c'est vrai que ça peut être assez frustrant de voir les tireurs qui n'ont pas préparé et qui y vont. J'ai vu quand même un certain nombre de tireurs marquer des touches, ce qu'on appellerait en milieu de piste,
hein, il faut être honnête. Il n'y a pas d'endroit idéal pour marquer la touche. Il y a juste le moment où la distance et l'action adverse nous permet de le faire. D'accord? Typiquement, on va voir quand même un certain nombre de touches vont être réalisées en milieu, on va être réalisées en milieu de piste, mais si la distance le permet, si l'action qui amène la touche le permet. Moi, il y a Jérôme, il m'en aura marqué là certainement en milieu de piste. Moi, je vais en marquer en milieu de piste. On verra, elles seront pas toutes en bout de piste. Hein. Et inversement, il y avait un athlète que j'adore et qui est le frère de Jérôme, il s'appelle Fabrice. Il faisait quasiment toutes ses touches en milieu de piste. Parce que il arrivait à surprendre l'adversaire. Faut pas croire que c'est tout se passé en bout de piste. C'est parce que justement, il mettait en place un jeu. Je te fais croire que, d'ailleurs, il me semble que c'est une analyse que tu as faite. À un moment donné, il baisse le rythme, il y va, il va fort, il va. Puis s'il voit que l'autre il bouge pas, à un moment donné, il va prendre le risque. C'est pas vraiment un risque. C'est à un moment donné, il sait que l'autre va rester à peu près dans cette fenêtre de tir là et que lui, il va faire cette action là et qu'il a de fortes chances de marquer. C'est un jeu de probabilité, hein, un peu l'escrime. C'est qu'à un moment donné. Si je me rappelle, Fabrice, il joue beaucoup au poker. Puis ça se voyait un peu dans son escrime. Il met quelque chose en place. Après ça, il y a des probabilités. Si ça tombe à plus que 70%, on y va. Let's go. C'est un jeu de pourcentage, hein. C'est un jeu de pourcentage. Donc à un moment donné, c'est celui qui a peur de prendre ces risques-là. Alors que la fenêtre d'opportunité y est, à un moment donné, s'il laisse passer tout ça, c'est sûr que c'est dommage. Ce qu'on demande, c'est par contre d'éviter d'utiliser toutes les premières fenêtres tout de suite. Ça, c'est dommage. Parce que ça veut dire que justement, on n'a pas son sang-froid. Quand il y a une fenêtre même en milieu de piste qu'on voit, tiens, là, il y avait quelque chose, elle reviendra. Ça, c'est certain. Donc, ça sert à rien de tout de suite la prendre tout de suite. Voilà, c'est le genre de choses. Non, elle va revenir. Et ça permet justement, elle revient pas forcément sur cette touche, elle revient sur la touche d'après. Mais tu vois, c'est le fil du match qui fait qu'à un moment donné, ça peut se décanter. Et ça sert à rien de tout utiliser dès le départ. Voilà. Alors là, c'en était où là? On était à deux partout. Ce qui est pas mis sur le bandeau, C'est pas enregistré. jours. Donc là, ça travaille plus. Hein. Jérôme aussi, ça lui a servi de leçon. Il va pas forcément comme ça à fond. Et là, ça se passe en milieu de piste, hein, mine de rien. Mais par contre, la préparation, elle a été longue, longue, longue. C'est-à-dire que lui, voilà, il s'y attend pas. À un moment donné, il va sans y aller. Il grandit sur ses jambes. Et moi, ce que j'avais fait, c'est que souvent, je le fais vers l'arrière. Et là, par contre, je le fais au préalé. Pourquoi? Parce que dans son attitude juste avant, ça aussi, très important, ne pas marquer au niveau de l'attitude qu'on a un coup de moins bien. C'est juste avant, il lève la tête, il dit voilà, c'est pas possible, je me suis fait avoir. J'en profite dès le préalé parce que mon action, enfin, je dirais, ma tactique, elle est évolutive. Au début, je l'aspire et je le ferme quand il attaque. Mais après, quand il ose pas y aller, c'est moi qui vais dedans. Si forcément, je l'ai fait douter sur son attaque, il se dit oh là là, si j'attaque fort et que je tombe dans son octave, finalement, là, il fait sa préparation, mais il est plus prêt à défendre. Donc, un conseil à donner évidemment aux tireurs qui nous regardent, c'est quand vous faites une préparation, toujours être prêt à défendre. Dans toute préparation, être prêt à défendre. Évidemment, alors pourquoi des fois on va dire on fait une préparation pour attaquer, mais n'empêche que dans le temps de décider qu'on va attaquer, à un moment donné, il faut être prêt à défendre tout le temps. Sinon, on se fait avoir. Donc là, on voit la belle touche qui me met là. Oh. Hop, touche en haut. Moi, j'essaie de lui faire un petit bonhomme avec une touche à la main que je rate. Mais ça me servira sur la fin du match, si ma mémoire est bonne, d'avoir tenté ça. On va toujours tout réussir. Cette fois, par contre, voilà. Là, on la voit pas juste après, mais je lui remets à la main, du coup. C'est ça. Je l'ai tenté juste avant, je l'ai pas réussi. Et là, il y retourne, lui, dès le départ, avec une préparation où il va vers le haut. Et je le touche à la main dessous. Alors, c'est vrai qu'on a un tireur
Jérôme qui est un tireur flamboyant. Là, on voit qu'il veut temporiser. Il reste 30 secondes. Je le vois temporiser. Je vois qu'il est plus près. Et là, je lui fais quelque chose que je n'ai pas fait depuis le début. Je lui fais une attaque en conquérant. C'est-à-dire, je rentre dans la distance et il est complètement déstabilisé. Finalement, je décide de poursuivre mon attaque parce que évidemment, il ne faut pas y aller à moitié dans ces cas-là. Il n'est pas prêt à défendre. Il ne s'attendait pas à ce que je lui fasse une attaque comme ça sur son relâchement. Attaque sur le relâchement. Donc là, on est à 6-3. Double. C'est toujours pareil, hein, je l'appâte toujours. J'ai toujours mon jeu de préparation, j'en démords pas. J'appâte en sixte, enfin, appâter en sixte, c'est-à-dire vraiment, voilà, je fais croire que je vais prendre en sixte. C'est ça, rien à dire. Ça, par contre, il a des touches de talent hein, au-dessus du lot, hein, Jérôme. C'est que là, hein, elle est belle celle-là. Touche à la main où il se fend. Il n'est pas complètement allongé au niveau du bras, mais il a une pointe une pénétration de pointe et une précision qui est redoutable. Ah, c'est dommage, on peut pas l'avoir ralenti. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est ces touches-là, c'est de son point de vue. Au pire des Hum. scénarios, c'est il essaye, puis il est safe. Il y a rien à mon avis, il n'y a rien à punir ici. C'est le pire cas scénario, c'est il la manque. Ouais. Il Ouais, y a ouais, peu mais d'infos. elle est belle celle-là parce qu'au final, il prend pas trop de risques. Il s'engage pas énormément. Il s'engage pas plus qu'à la main. Et au final, il y va. Là, on voit bien elle est bien prise sur le truc. J'ai l'impression qu'il s'était pas complètement livré, mais il se livre bien sur une fente à la main. Et moi, pareil, hein, d'habitude, là, c'est une erreur de distance de ma part. C'est qu'il faut pas que je reste à cette distance avec, en plus, une main un petit peu Une main qui dans tous les bouge. sens, ouais, qui bouge. Ou alors, il faut que je me retire la main et que je fasse tout en défensive de jambe, quoi. Donc, ça me servira de leçon, mais par rapport à ma distance. Et là, par contre, il va peut-être un peu forcer. Il reste combien de temps là? Ah non, il reste Il reste quand même 50. une minute. Ah, c'est quand même assez intensif, hein. C'est un match où ça bouge beaucoup de part et d'autre. Donc là, moi, j'ai pas l'intention forcément d'aller plus loin. Donc, vous voyez le petit coup le petit coup d'alternance. Ça, c'est vraiment important pour ceux qui sont euh, dans une partie où on essaye d'un petit peu enfin, fermer le jeu, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, laisser l'adversaire rentrer dans la distance, donc ouvrir le jeu. C'est toujours pratiquement 90% du temps Jérôme qui rentre dans la distance de danger. Des fois, je vais vers l'arrière et des fois, je vais vers l'avant. J'alterne parce que sinon, il saura tout le temps que je vais reculer et du coup, il va y aller plus doucement. Là, par contre, il fait beaucoup plus gaffe sur sa préparation. Il fait attention sur sa préparation, mais là, on a finalement tous les deux on s'est retrouvés finalement en contact de coquille en bas. C'est le combat rapproché qui fait la différence. Si c'est moi qui prends la décision, là, c'était le coup de l'attaque sur la préparation. Ça me permet d'avoir un petit temps d'avance dans la réaction. C'est-à-dire que je l'ai surpris dans mon attaque et il n'est pas prêt il est pas prêt sur le combat rapproché. Celui qui prend la décision a toujours un temps d'avance. Ouais, ça, c'est surtout dans cette situation de actif-passif. L'actif va toujours gagner. Ouais. Donc là, je pense que à 4 secondes de la fin, bon, il est joueur, mais malgré tout, il avait quand même l'ascendant sur cette. Voilà, il n'était pas très loin, sauf que finalement, il a l'impression qu'il passe, mais je pense il est surtout mal placé, quoi. Et moi, cette fois, je me suis fait pas complètement. Je suis pas resté. J'ai réussi à me replacer et cette fois terminé en haut. Je suis quand même pas au mieux, hein. Je suis pas au mieux, mais lui, finalement, il Ce qui est s'est un petit peu. intéressant ici, c'est moi avec la pointe haute ici, je me dirais, ah, il va finir la ligne haute. Oui, Mais il il aurait passe très bien. super vite. Il passe super vite en bas. Cette fois, c'est lui qui essaie de prendre l'octave, mais en fait, je pense qu'il a un petit mouvement du bras peut-être trop important. On est très près là, hein. Là, c'est vraiment une distance hyper proche. Mais enfin, Ouais, là où il faut faire attention, c'est quand il reste 4 secondes, ça sert à rien de forcer une touche, quoi. Si on sent qu'on est dans le terrain adverse
et qu'on est très proche et qu'on n'a pas marqué la touche tout de suite, eh ben, il vaut mieux pas insister. Hein. Là, Jérôme, il est joueur. Il aurait dû ressortir et dire voilà, c'était peut-être pas le moment. On retournera plus tard. Donc là, 10-6, le risque, et ça c'est un risque qu'on a tous connu, c'est de se dire ouais, c'est bon, j'ai de l'avance, je vais pouvoir gérer. Quelque part, presque, c'est dans la poche. Alors là, on a tous connu ça, mais c'est quand même bon de le redire. Il faut redémarrer le deuxième tiers-temps, le troisième tiers-temps, enfin, il faut redémarrer le tiers-temps d'après, absolument en se disant qu'il y a 0-0. Il y a rien de fait, on est sur le même démarrage avec une volonté de tirer un match en 5 touches, ou voilà. Parce que si on commence à se dire on va un peu gérer le match, c'est foutu. Parce que de toute façon, on sait qu'en face, celui qui est en face, de toute façon, lui, ne va pas démarrer à 0-0. Lui va se dire, là, il faut que je serre, j'ai plus le droit à l'erreur. Donc, il faut être d'autant plus vigilant et d'autant plus réactif dans tout ce qui va se passer. Quoi. Ah, c'est là, j'ai un ami ici. Ce qui se passe souvent, c'est on tire. La première période, j'y donne souvent un 8-4, 8-5. Je finis la première période, je mène. Ce que j'ai réalisé, c'est que souvent, je rentrais en deuxième période avec l'objectif de. Ben, mon objectif était de faire des doubles, dans le fond. Fait que j'ai arrêté un peu de tirer. Ce qui Voilà. était, dans mon avis, c'est qu'il a fallu que j'apprenne ben, en fait, il a fallu que je retire cette habitude-là entièrement, cette habitude-là entièrement parce que ça me coûtait des matchs. Ouais, ça c'est clair. Fait que dans le fond, ouais, c'est un peu. Genre, tu reviens à 0-0 puis tu dis, ah, je fais la prochaine, tant pis pour. On Voilà, va chercher des touches à la place que des doubles, à mon avis. ouais, enfin, la science de la double, hein, c'est important, surtout toi qui as la poignée droite, hein, on en avait discuté, mais c'est sûr que démarrer un tiers-temps pour dire je vais faire que des doubles, de toute façon les doubles ça se provoque, d'une certaine manière on subit pas la double, hein, ou alors si on fait croire à l'autre que finalement on peut la raccrocher la double, mais je dirais que c'est toute une manière de faire croire à l'autre que c'est possible qu'il puisse attaquer pour avoir la double. Dans tous les cas ça se met en place. Et cette mise en place, elle ne souffre pas d'un petit moment où on est un peu moins présent mentalement, où on est en train de gérer le score, gérer le match. Voilà, la gestion du match, ça n'existe pas. C'est plutôt toujours essayer de maîtriser les preps je dirais, d'être mentalement en emprise du match. Ça, c'est important. Ça peut vite basculer, hein, sinon. D'ailleurs, on va le voir tout de suite, comment ça va se passer. Ben, surtout qu'un adversaire du genre Jérôme qui est tout le temps en mode, ben, comment dire, en mode conquérant, le match se bascule vite. Bah oui, parce que s'il y a une série de 4-5 touches qui fonctionnent, après, bon, voilà, d'une ou deux touches, il peut aller très vite. Ça peut être la spirale positive pour lui et négative pour l'autre. Donc là, magnifique celle-là. Elle est importante cette touche-là parce qu'elle va conditionner un petit peu la suite. J'essaye d'attaquer aussi en changeant les lignes. Parfois, là, j'essaie d'attaquer en haut cette fois. Au lieu d'attaquer intérieur, j'essaie d'attaquer à l'épaule. Voilà, j'essaie d'attaquer à l'épaule. Et il me reprend en sixte et il me met une superbe touche dans le dos. Elle est magnifique, à montrer dans les écoles. Hein. Du coup, moi, là, c'est peut-être moi qui prend un petit coup et qui fait l'erreur que lui a faite plus tard, c'est-à-dire erreur tout de suite, c'est au lieu d'essayer de prendre le temps de remettre en place une prochaine touche, je redémarre un petit peu trop tôt au coup d'après et finalement, je reprends deux touches d'affilée. Hein. Là, sur ce coup-là, entre celle-ci où je la prends dans le dos, Ce mais qu'on voit de j'attaque dans Sirek, une c'est ligne. sur les jambes, il est menaçant. Hein. C'est pas ce qu'il y avait en première période. Bah, c'est surtout il est surtout très fort dans le sens où il s'engage presque en demi-fente. Il est très écarté au niveau des jambes, mais il n'est pas complètement engagé. Et moi, j'attends qu'il s'engage vraiment, quoi. Mais là, sur ce coup-là, je pense que c'est pareil. Il refait la même erreur. Il marque deux touches d'affilée, c'est bien. Mais je pense qu'il faut qu'il retravaille un petit peu, qu'il reprenne l'ascendant sur les déplacements, etc. Il m'a attaqué trop tôt. Et cette fois, c'est presque qu'il me fait un petit cadeau, là. Hein. Il me fait un cadeau en partant de trop loin et au préalé. Donc je reprends encore trois touches d'avance. Mais là, il reprend sa tactique, il va doucement,
Voilà. Et moi, il me fait un petit peu. C'est pareil dans ma tactique. Je veux essayer de partir un petit peu sur sa préparation, mais il m'embarque sur sa pointe. Je ferraille, je ferraille. Là, je suis complètement à la rue au niveau de mes prises de fer. Et surtout, il faut pas que j'y aille là. Je me dis, là, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. J'ai pas le fer. Il me retire le fer en plus. Donc, jamais j'ai le fer. Et quand je pars, il a quand même un bras plus grand que le mien, hein. Même le bras pas complètement allongé, il avait presque une tête de plus que moi, hein, donc, même le bras pas complètement allongé, il est plus grand que le mien. Et là, on a une touche d'écart. Donc là, il en profite aussi pour pareil, y aller progressivement. Dans sa tactique à lui, il s'est aperçu que s'il y allait trop tôt, ça marchait pas. Et donc, il faut qu'il y aille progressivement avec des petites demi-fentes. C'est beau à voir dans sa manière de. Voilà, il fait toujours en appui avec des petites demi-fentes et une petite feinte en haut. Alors que moi, j'appâte en six toujours. Voilà. Là, je pense que cette fois, c'est pareil. Je pense le temps est bon pour moi parce que finalement, il hésite, il y va et c'est sur son retour en garde que je décide d'y aller. Il y va pas franchement, mais cette fois, c'est moi qui vais plus à fond. Et fort heureusement, je peux avoir cette possibilité d'attaquer sur la prep. J'essaye de faire la même chose, mais je rate quelque chose là. Je pars dans la sixte, il m'avait dégagé, donc j'ai oublié quelque chose en chemin là. Donc finalement, j'avais quand même 4 touches d'avance. Et là, le match est très très serré, hein. Les touches vont vite, hein, ça défile très vite. On est au Ouais, deuxième c'est tiers-temps. surtout ici, ça à peine une minute. On passe de +4 à +1. Puis Ouais. les touches qu'on vient de prendre, c'était des bonnes touches pareil. Donc il faut, ouais, sur ce truc-là, ça c'est le cas de l'escrime, mais en général, surtout, il faut vraiment très vite s'organiser et pas perdre pied mentalement. C'est pas précipiter les touches, avoir quelque chose dans la tête pour le coup d'après et être présent, voilà, pas être sur la touche d'avant, parce qu'on peut se prendre des belles touches, hein. Il y a certains tireurs sur qui vous savez que vous allez prendre des touches qui peuvent vous marquer, mais justement, il faut se préparer à ne jamais être marqué. Moi, quand je tirais sur Kolobkov, il mettait toujours 2 touches à la main, 3 touches au pied, quoi. Donc, vous savez qu'il y a un capital de touches qu'on allait se prendre. Si vous êtes affecté parce que vous prenez une touche au pied ou à la main, c'est sûr que vous perdez le match. Par contre, si vous vous dites que ces touches-là, il en marquera, mais il n'en marquera pas beaucoup au corps, globalement, il ne va pas réussir à gagner qu'en faisant des touches à la main que des touches à la main et au pied, hein. Et là, vous arrivez à être présent mentalement pour finalement prendre l'ascendant au moment où il faut sur les touches importantes, quoi. Ouais, j'avoue, Donc des là, fois, c'est que on a peur d'avouer que, je veux dire, en théorie, si on prend pas de touche, on gagnerait tout 15-0. Faut accepter que des fois, on va en prendre, on va en manger. ouais. Et alors, il y a des touches qui font moins mal que d'autres, hein, globalement, parce qu'il y a des touches sur lesquelles vous pensez avoir raison. Alors, celles-ci, elles sont aussi. Il y a différentes touches, hein. Il y a des touches sur lesquelles vous pensez avoir raison, mais finalement, il faut pas. Alors, si on va remettre cette touche-là, il y a des touches où vous pensez avoir raison, et en fait, il faut surtout pas rester dans la tête en disant j'avais raison, etc. Il faut que je refasse la même touche, parce que c'est peut-être un leurre, c'est peut-être une mauvaise impression. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, depuis le début, j'essaie de mettre des touches en dessous. J'y arrive pas, ou j'y arrive moyennement. Il y en a une que j'arrive pas à mettre. Et là, à 13-11, finalement, j'ai réussi à me placer, à force de voir ses préparations avec sa main en haut, là, avec sa petite demi-fente. J'arrive à la placer, la petite touche dessous. Elle me fait vraiment du bien, parce que c'était une de mes touches Touche favorites aussi. importante en plus. Et là, je pense que, bon, là, mentalement, lui, il est affecté, lui, par contre, sur cette touche-là. Et le coup d'après, je lui fais la même chose, c'est-à-dire j'appâte en sixte. Et au lieu d'attendre qu'il s'engage vraiment, sachant qu'il ne s'engage plus, cette fois, c'est moi qui décide, hein. Mais il y va pas vraiment et il n'est pas prêt vraiment à défendre. Donc, je prends ma décision d'y aller. Et là, j'y vais à fond, en carte octave ou en dégagement de la sixte. Donc là, cette touche à la main était quand même une touche importante pour. Là, j'en rajoute un peu. Je fais croire dessous, et puis hop, attaque sur la préparation avec une interception d'octave.
Donc, bon, alors, pour redire un peu la préparation de ce match, euh, heureusement que j'ai bien entamé le match. Je pense que j'aurais pas bien entamé le match avec la différence, je dirais, de confiance. Hein. Je dirais tout simplement parce que sur la saison, Jérôme avait quand même fait des podiums, voire victoire en Coupe du Monde dans l'année, champion d'Europe, ils étaient champions du monde par équipe, etc. Ils jouaient la qualif au jeu. Donc, moi, j'avais pas trop de références, mis à part en circuit national, mais voilà, j'avais pas fait de Coupe du Monde depuis un moment, depuis 2 ans, et puis arrivé là à 40 ans, bon voilà, tout le monde te dit qu'est-ce que tu viens faire voilà, tu fais ton petit bonhomme de chemin, c'est un pari que tu fais pour toi-même parce que tu te dis voilà. Mais ce match-là, je dirais presque que je l'ai gagné, en tout cas dans ma tête avant de le faire, parce que comme je te l'ai dit, j'avais préparé, j'avais des petites séquences Jérôme Janet que je faisais peut-être pas systématiquement, mais là par contre, avant de faire le match, sachant que j'allais le rencontrer et sans me mettre non plus en m'économisant physiquement, mais juste 2-3 minutes d'échauffement mental dans les coursives de Coubertin, eh ben, je me suis mis à faire 2-3 séquences Jérôme Janet, dont certaines séquences que j'ai pu mettre en place avec succès sur ce match-là. La séquence de Japat en sixte, je ferme et je lui marque la touche, et la séquence de Japat en sixte, il hésite à y aller, et c'est moi qui y vais à fond en interception de carte octave. Celle-ci, évidemment, je n'avais pas répété la touche à la main, j'avais pas répété, voilà, il y a d'autres touches aussi qui interviennent, mais il y a 2-3 touches qui tactiquement, l'ont fait lui essayer de trouver la bonne formule tout le temps. Est-ce que j'y vais à fond tout de suite? Est-ce que je le presse au bout? Mais quand je le presse pas au bout, il faut que je sois prêt à défendre. Bon, tout ça, il n'avait pas forcément, lui, anticipé autant je dirais la config du match que moi, je l'avais entre guillemets visionné dans ma tête. Voilà, ça s'est passé pas complètement comme je voulais, puisqu'il y a des touches, j'aurais pas voulu les prendre, hein, les touches à la main, les touches parade six dans le dos, voilà, je voulais pas forcément les prendre, voilà, je pense que c'est une bonne stratégie de match qui se conclut bien pour moi, quoi. Voilà. Et ça n'enlève rien évidemment au talent de Jérôme sur ce match-là, mais je pense que j'avais effectivement déployé un jeu qui l'embêtait. Qui l'embêtait, et c'est aussi une stratégie gagnante quand on développe un jeu qui perturbe l'adversaire, qui le gêne, qui le piège. Eh ben c'est aussi une manière de gagner le match, Ouais, sans hein, il y a forcément plus qu'une tout façon de imposer. gagner des matchs. Ce qui était drôle, c'est que, surtout, je pense, en début de match, il y en avait une, mais ça se voyait de son langage à lui, qui était un peu déboussolé. Bah, à chaque touche, alors c'est vrai il a jamais trop aimé me tirer, hein, Jérôme. Je pense que c'est vrai que j'ai eu plus Mais une là, victoire que lui sur moi, mais typiquement, ouais, quand il prenait les touches, il était un peu plus affecté. Alors que moi, je dirais presque que ça me faisait rigoler. Il y a aussi le côté, il faut accepter que la touche soit jolie et que qu'on n'a rien vu. Hein. Là, il y a des fois, j'étais dans le vent. Hein. On le voit bien d'ailleurs. J'ai pas, j'ai pas tout maîtrisé de A à Z, mais ça aurait été moins intéressant un match où ça va que d'un côté et rien de l'autre. Voilà, c'est sûr que c'était un match assez spectaculaire, mais parce que on est quand même dans un tempérament où on met du rythme tous les deux et on est deux attaquants, donc on n'a pas envie d'avoir un match qui se déroule avec pas de touche au début et puis au milieu une touche et puis à la fin on voit comment ça se passe. Si on va à la mort subite, on verra bien. Là, c'était clair que non. Ça s'est terminé en moins de 2 tiers temps. Mais c'est fait parce que par rapport à nos, je dirais nos profils principaux nos profils tactiques principaux, hein, on est moi contreur et lui conquérant. Donc forcément, ça fait des étincelles, quoi. ouais, ça, c'est un clash de style. Tu sais. Des fois, il y a du monde, on va tirer contre, puis tu le sais que ça. Il y a des fortes chances que ça va être 9-9, mort subite, whatever. Dépendant. Ou se disant, on va regarder celle-là vite, vite. Votre remontée sur Mr. Fiedler en 99. Ah oui, alors là j'étais par contre là j'étais en plein dans ce qu'on appelle une période de confiance. Vraiment une période de confiance, hein. Franchement, ça peut arriver. C'est d'ailleurs juste avant que je gagne les championnats d'Europe.
en battant Kolobkov en demi-finale et Rota en finale. Et, et aussi, là, je crois que là, on gagne, enfin, je gagne sur Fiedler en finale de Poitiers. La semaine d'après, on gagne les championnats de France par équipe, où je finissais à ce moment-là dans l'équipe de Levallois. Et même une semaine après encore, ou 10 jours après, je gagne les championnats d'Europe. Donc des fois, on parle vraiment de la spirale de la confiance. Hein. Mais là, sur ce coup-là, j'étais confiant parce que c'est vrai que j'avais mon jeu qui était en place. Et, j'avais rencontré quelqu'un que certains connaissent aussi. Je pense qu'il a marqué notre sport, un Cubain qui s'est fait naturaliser français, qui s'appelle Ivan Trevero. Ah, Et, c'est et une légende. j'avais un jeu pour l'embêter aussi également. Lui, pareil, enfin, un conquérant dans sa manière de faire. Et j'avais un jeu qui l'embêtait beaucoup. Et là, j'avais dû gagner un truc comme 15-5 en Ouf. demi-finale. Donc j'étais hyper confiant sur cette finale. Sauf que, évidemment, en face, ce n'est absolument pas un conquérant qu'on a en face, mais c'est un blindeur. Et donc Fiedler, c'est plus un blindeur, un peu contreur, mais blindeur. C'est-à-dire dans le sens où à chaque fois qu'on attaque, on a l'impression qu'on est dans le vrai, mais il arrive toujours à faire une espèce de retrait du corps, etc., ou reprendre une parade, une sixte, machin, Ah, et lui, c'est alors on balance Moulinex. des petits moulinets, qui fait que à un moment donné, les touches que vous croyez simples, finalement, elles sont doubles. Et parfois, si vous n'êtes pas prêt, vous prenez une touche à la main, ou bien à un moment donné, si vous partez un petit peu dans le mauvais temps, c'est simple pour lui. Donc au final, je me retrouvais avec un débours important de, alors je crois que c'est à 13-10, on a 13-10 là, il reste combien? 49 secondes? 49 secondes. Mais à 13-10, diriez-vous que vous étiez encore en confiance ou... Je dirais que, je pense que j'étais un peu énervé comment dire, frustré de ce début de match. Euh, Parce que de mémoire, c'est vrai que il y avait eu beaucoup de doubles et quelques simples, et au final, on a l'impression de ne pas avoir réussi à tout mettre en place. Et là, la seule chose que je me dis, c'est il faut que je change quelque chose dans mon jeu. Et là, c'est important aussi à se souvenir de ça. C'est quand le jeu qu'on met en place, de toute façon, ne fonctionne pas. Forcément, il faut changer quelque chose. Mais parfois, il faut changer au départ quelque chose un petit peu, je dirais, à la marge. Hein. C'est pas tout changer. C'est changer peut-être l'attitude, changer peut-être l'intensité. Enfin, je dirais le rythme, changer la position de la pointe, changer le fait qu'à un moment donné, on change de piège. Mais voilà, ces choses-là, il y a quelque chose à changer et ça peut radicalement inverser le match. Lui, il était hyper en confiance. Parce que depuis le début, il blinde, il mène 13-10, il reste 49 secondes. Je pense qu'il est beaucoup plus en confiance que moi. Mais moi, je me dis, j'ai encore une carte à jouer, il faut que je la joue à fond. Je sens que je suis quand même plus rapide que lui. Mais que, évidemment, jusqu'ici, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour attaquer dans de bonnes conditions. J'ai certainement attaqué un peu trop en milieu de piste sur quelqu'un qui m'attendait cette fois et qui ne générait pas, au contraire, d'entrer dans la distance en y restant, c'est-à-dire en n'étant pas prêt à défendre. Il était toujours prêt à défendre et moi je partais sur quelqu'un qui m'attendait, quoi. Ah, je me rappelle, j'ai tiré contre lui en 2007, quelque chose du genre. En tout cas, c'est mon plus gros upset à vie jusqu'à date. Je l'ai battu en 64. J'ai volé la tactique d'Ulrich. J'ai réalisé que Fiedler, sa meilleure touche, c'est en haut de la main. Mais il allait Ouais. jamais en dessous. Donc j'ai levé la main énormément. Puis je me suis mis en fond de piste. Je me suis dit, si le match commence mal, garanti que je peux pas l'attaquer. Je me croyais pas en attaque contre lui. Donc à chaque fois qu'il allait à la main, je levais la main avec. Il y avait des étayants. Je pense que j'ai pété ma garde à la fin il a pété ma garde avant la fin du match. Mais bref, à un moment donné, j'ai tellement énervé qu'il est parti en flèche pour rien. Puis j'ai réussi à prendre une touche d'avance. J'ai gagné 15-13 sur une double comme ça, anyway. Du coup, en tout cas pour moi, quand tu as dit début de match, moi je me suis dit la même chose. Je me dis, mais je me croyais pas en attaque. Je me suis dit, si le match commence mal, je suis mort. Oui, oui, mais tu sais, Samuel, ce que tu racontes est assez étonnant parce que
je l'ai aussi vécu par ailleurs. Il adorait les gens comme moi qui ferraillaient tout ça. Il faut savoir que dans une partie de ma carrière, j'ai quand même tenté d'aller à la poignée droite. Il faut toujours essayer d'autres choses qu'on n'a jamais essayé à certains moments. Je m'étais blessé au genou. J'avais eu 1 an d'arrêt en 97. Et quand j'ai repris, bah, j'ai recommencé à la poignée droite parce que j'avais terminé, entre guillemets, la saison 96 avec une poignée droite. J'avais essayé de me dire, tiens, pourquoi pas essayer de passer un peu à la poignée droite et voir la sensation de la poignée droite. Et il se trouve que c'était à Montréal. J'ai rencontré Fiedler en Talos 64. Bon, j'étais passé un peu à l'arrache le lendemain et lui était tête de série. Et ben, c'est là que j'ai compris qu'il y a des jeux antinomiques. Hein, comme je le disais, moi, si je rencontrais des gauchers poignée droite, ça m'a posé des soucis pendant longtemps jusqu'à ce que je trouve les actions technico-tactiques à mettre en place. Lui, les droitiers poignée droite, je pense que ça lui posait d'énormes soucis. Je me suis mis à la poignée droite. J'étais pas le meilleur tireur à la poignée droite. Hein. Je pense que là, j'étais. Après, je suis vite repassé à la crosse parce que j'ai compris que mon point fort, c'était pas ça. Mais j'ai réussi à le battre, alors que franchement, c'est lui qui a déjoué. C'est parce que il était en train il voulait faire tout le jeu, il faisait des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire, pas de patience, rien du tout. Et voilà, il y a toujours des jeux antinomiques. On a toujours un jeu qui nous gêne et qui est antinomique. C'est là-dessus qu'il faut travailler spécifiquement avec de la vidéo, avec de l'imagerie mentale dynamique en fondamentaux, etc., avec des métronomes qui donnent des infos, mettre en place des choses et y croire à fond, parce que voilà, quoi. Sinon, on reste toujours sur des types de jeux qu'on arrive bien à tirer et des jeux sur qui c'est bon, là, j'ai perdu le match, merci, au revoir, quoi. Ça marche. Ah, j'ai Et là, essayé aussi poignée crosse pendant. C'était un été, j'ai essayé poignée crosse, j'ai réalisé que, je sais pas, autant que c'est le fun, j'étais fort. Mais j'étais capable de faire la même chose avec ma poignée droite. Fait que du coup, j'avais plus de plaisir. Pendant longtemps, les tireurs avaient les deux, hein, tu sais. À l'époque de Philippe Bois, certains tiraient, allez, sur tel tireur, je vais tirer avec une droite, tel tireur tire avec une crosse. Après, ce qui devient difficile, c'est qu'il faut quand même développer un entraînement, presque un double d'entraînement, parce qu'il faut être bon dans les deux. Mais ça donne une palette, ça ouvre une palette tactique encore supérieure. Eh bon, on va regarder ça. Donc là, voilà, j'essaie de le déstabiliser. Comme je sais que de toute façon, il va gérer le temps, je vais. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas là. Là, ce qu'on voit pas sur celle-là, c'est que c'est filmé un peu par une caméra, voilà. Ce qu'on voit pas sur celle-là, c'est que là, je le mets. Je pense que cette touche-là, je lui mets au pied. Donc je vais au bout et au lieu d'y aller à fond, cette fois, ce que j'ai pas essayé jusqu'ici, je vais au pied. Donc là, je le presse. Là, je fais croire que je vais au pied, croire que je vais au pied, croire que je vais au pied. Et finalement, il se fait avoir au terrain, parce que celle d'avant, je l'ai mise au pied, mais c'est la première fois que je la mettais du match, en fait, la touche au pied. Donc, je reviens à 13-12. Donc là, il est un peu énervé parce que, déjà vis-à-vis de son coach, parce que son coach l'a pas prévenu, mais même s'il doit rien dire, il y a quand même un moyen de dire attention. Ouais. Donc évidemment, ça me remet dans le match. Là, je suis pas non plus sorti d'affaire, parce que c'est pas pour ça que j'avais pas mis plus de. Donc celle-ci, elle est importante pour moi, parce que là, on voit que finalement, je privilégie l'alternance. C'est que le coup d'avant, je le presse, j'y vais sur une touche au pied, donc je le presse, finalement, il recule, et il s'est aperçu qu'il recule de trop, et donc il fallait s'attendre à ce que lui, il alterne, et ça, je l'avais bien anticipé. Je pense qu'il va me débouler dedans, il faut que je sois prêt à bloquer ma préparation pour lui faire, en fait, un contretemps sur son attaque sur préparation. Donc là aussi, 13 partout, mais je décide pas d'aller à la mort subite. Aucun intérêt, j'ai l'ascendant psychologique. C'est pas pour ça que j'y vais tout de suite. Mais par contre, je travaille longtemps. Et cette fois, lui, on sent qu'il se désunit un petit peu, alors que d'habitude, il était resté assez sobre. Il commence un petit peu à s'emballer au niveau de son bras. Et je prends la décision, je me dis, au pire, ça fait double. Mais là, lui, il a le bras fléchi, il cherche des parades. Cette fois, c'est moi qui décide. S'il donne la mort subite, ça lui donne une chance de se faire un petit reset mental. C'est sûr. Là, c'est sûr. Mais j'y vais pas au préaller. Hein. Je prends quand même le temps de la préparer. Et là, évidemment, lui, il est obligé d'y aller parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Alors, je peux vous dire que inverser un match comme celui-ci en peu de temps,
c'est évidemment, ça renforce la confiance. Ça veut dire qu'on est capable de coller un 5-0 comme ça à n'importe qui, parce qu'il faisait quand même parmi les tout meilleurs mondiaux. Mais bon, bah, là, moi aussi, hein, je devais être parmi les tout meilleurs mondiaux à la fin de cette saison-là. Je dois être quatrième mondial, mais après, voilà, il y a tellement des fois, il y a peu d'écart sur les tireurs, et puis ça peut générer tout de suite un gros écart quand on prend l'ascendant psychologique. C'est quand même le signe que bah, tout est faisable à partir du moment où on met en place la bonne tactique à un moment donné. Après, évidemment, hein, si j'avais fait que ça dans ma carrière, j'aurais été champion olympique, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut rester humble, hein, parce que ça m'est arrivé aussi de me faire remonter et de perdre des matchs. Ouais, ça Voilà. fait partie du jeu. On apprend beaucoup plus quand on perd. Ah, c'était super informatif. Merci